toutes et tous. J'espère que vous avez profité du café, que vous êtes en forme pour qu'on reprenne ces sessions. Je suis Isabelle Albertalli, directrice climat des Pays France, et je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse parler du sujet de la coopération internationale pour cette décarbonation. Parce que vous le savez, ça ne fonctionnera pas tout seul. Plus on est, plus ça avancera. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir différentes personnes qui viennent de l'étranger. Et je vais d'abord laisser la parole à monsieur Berthold Göke, qui vient du ministère fédéral de l'Environnement allemand et qui va faire une prise de parole sur les actions que déploie l'Allemagne avant qu'on puisse du coup partir sur une table ronde sur les sujets de Monaco et de SGS. Monsieur Göke. Merci Isabelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à Paris pour ce sommet Objectif Décarbonation. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Paris est un lieu historique de la politique climatique internationale. C'est pourquoi je suis particulièrement honoré de prendre la parole ici 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris pour partager avec vous l'expérience des efforts allemands dans le contexte de la coopération européenne et internationale. Aujourd'hui, le développement économique est primordial pour de nombreuses personnes en Europe et dans le monde, tandis que la politique sur le climat est en perte de priorité. Et pourtant, je suis profondément convaincu que les deux thématiques sont intimement liées. La question clé de la politique sur le climat de nos jours est la suivante. Comment, en ces temps de défis économiques et de fragmentation politique, pouvons-nous préparer le système économique et la société aux évolutions futures pour le bénéfice des entreprises et des citoyens et en même temps veiller à un cadre économique et social viable pour les générations à venir. Cette question sera décisive pour que la politique de protection du climat soit portée par ensemble de la société et qu'elle soit couronnée de succès. Mesdames et messieurs, l'accord sur le climat que nous avons conclu il y a 10 ans ici à Paris est un acquis important, un exploit de la coopération multilatérale. Il faut constamment faire vivre cet accord, aujourd'hui plus que jamais. C'est notre responsabilité. L'Allemagne s'est fixé l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2045. C'est notre contribution pour mettre en œuvre l'accord de Paris et l'objectif des 1,5 degrés. Le gouvernement allemand reste fidèle aux objectifs nationaux et européens pour la protection du climat. Il s'agit maintenant de traduire cet engagement dans de nouvelles actions concrètes. Car il y a urgence. Avec une température globale moyenne de 1,6 degré supérieure au niveau pré-industriel, 2024 a été l'année la plus chaude depuis le début des relèves météorologiques tant globalement qu'en Allemagne. Une chose, mesdames et messieurs, est certaine. En ces temps politiquement agités, nous devons mener une politique judicieuse qui fait de l'action climat de nouveau un projet fédérateur pour notre société. Cette politique doit toujours reposer sur 3 piliers. La contribution à la protection du climat, la croissance économique et l'équilibre social. Pour ce qui est de la situation de départ en matière de la politique sur le climat, au début de cette législature en Allemagne, le tableau est contrasté. Il est positif que, dans l'ensemble,
nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 soient apportés grâce aux mesures politiques en place. Cela montre clairement que nous avons déjà bien avancé. L'année dernière, la part des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité allemand a déjà atteint 60%. Nos actions produisent des effets aussi dans d'autres secteurs de l'économie. Elles montrent la bonne voie vers nos objectifs nationaux à l'horizon 2030. Le pacte vert européen, le Green Deal, avec le paquet climat Fit for 55, négocié en large partie sous présidence française, apporte une contribution importante à cette évolution. Toutefois, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore sur la bonne voie en ce qui concerne l'ensemble de nos objectifs. Cela aussi fait partie du tableau plus large. Des efforts substantiels restent à faire, notamment dans les secteurs des transports et du bâtiment. Il est vrai que l'utilisation de la voiture électrique se développe, que les investissements dans le rail sont en hausse et que l'installation de systèmes de chauffage bas carbone progresse. Mais cette légère tendance ne suffit pas. Il faut introduire de nouvelles incitations pour la renforcer sensiblement. La tendance doit conduire à une transformation durable dans ces secteurs de l'économie. Bref, les décisions prises au niveau national et européen ces dernières années nous ont mis sur une trajectoire prometteuse. Prometteuse, c'est le mot correct, je pense. Il nous reste cependant à agir pour réaliser de nouveaux progrès et pouvoir ainsi tenir cette promesse. C'est important. Nous ne pouvons donc plus nous permettre de faire des compromis ni de régresser. Mesdames et messieurs, nous devons désormais prendre des mesures concrètes pour lancer des investissements exemplaires dans tous les secteurs. Premièrement, dans le secteur de l'énergie, des investissements dans le renforcement et le développement structurel de la transition énergétique, c'est-à-dire le maintien de la trajectoire de déploiement des énergies renouvelables et le renforcement et la transformation des réseaux d'électricité et de chaleur. Dans le secteur du bâtiment, des investissements dans la décarbonation des systèmes de chauffage et dans la rénovation énergétique. Dans l'industrie, des investissements dans la décarbonation des procédés industriels de production et le renforcement de l'économie circulaire. Et dans le secteur des transports, des investissements dans l'électromobilité pour les voitures particulières et les poids lourds, la modernisation rapide du réseau ferroviaire, l'amélioration continue des transports en commun et le renforcement des aménagements cyclables. Et en l'agriculture, il faut des investissements dans un élevage respectant le climat et le bien-être animal. Finalement, dans le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, LULUCF en anglais, il faut des investissements dans la pérennisation de notre programme d'action solutions fondées sur la nature pour financer entre
outre la remise en eau des tourbières et la transformation des forêts vers des forêts mixtes, diversifiées et adaptées au changement climatique. Mesdames et messieurs, vous permettrez ici une remarque. Comme vous le savez, l'Allemagne a fait le choix d'un système énergétique sans énergie nucléaire. Nous respectons, bien entendu, le choix que font d'autres pays concernant leur mix d'approvisionnement énergétique. Cependant, dès qu'il s'agit d'un investissement financé par l'Union européenne, il est clair que nous devons concentrer les moyens financiers limités dont disposait l'Europe sur les technologies qui, de la vie générale, assureront la plus grande part de la décarbonation des énergies renouvelables et leurs infrastructures. Il est important que l'Union européenne reste un partenaire crédible et fiable en matière de politique sur le climat. D'où l'urgence de nous mettre d'accord sur un objectif commun pour l'horizon 2040. Nous espérons que le moteur franco-allemand démontrera une nouvelle fois son efficacité pour faire avancer la coopération européenne. Demain, la Commission européenne entend présenter sa proposition législative sur l'objectif européen à l'horizon 2040. En principe, la coalition au gouvernement allemand peut soutenir la réduction nette des émissions de 90% d'ici 2040, telle que proposée par la Commission. Mesdames et messieurs, nous nous engagerons pour que l'objectif européen à l'horizon 2040 soit atteint essentiellement par des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de l'Union européenne. Au maximum, 3 points de pourcentage pourront être réalisés par des réductions certifiées, permanentes et de haute qualité en dehors de l'Europe. Ce n'est qu'avec cette restriction claire que nous pourrons créer de la sécurité en matière de planification pour les entreprises et maintenir les investissements dans les technologies propres, systèmes de stockage, énergie renouvelable, hydrogène vert dans l'Union européenne. En Allemagne, nous sommes convaincus que l'échange de quotas d'émissions reste l'élément central d'une politique européenne sur le climat réussie. En même temps, nous devons veiller à ce que l'évolution des prix carbone soit économiquement acceptable. Pour avoir une sécurité en matière de planification, les entreprises ont besoin de connaître rapidement la trajectoire de réduction et les règles applicables aux émissions résiduelles, attendues à la fin des années 2030. Des mesures nationales supplémentaires de réduction des émissions revêtent une importance particulière pour atténuer le niveau de prix carbone dans le nouvel ETS2 qui démarrera en 2027. Tous les États membres doivent préparer des aides et compensations différenciées en fonction de critères sociaux. À cela s'ajoute que toutes les autres recettes de l'ETS2 doivent également, dans la mesure du possible, être utilisées de manière ciblée.
Mesdames et messieurs, 10 ans après la conférence de Paris, la COP 30 à Belém pourra démontrer que le processus multilatéral continue de fonctionner malgré les défis liés aux évolutions géopolitiques actuelles. La COP 30 doit être la COP de l'ambition et de la mise en œuvre. Mais parlons du problème que personne ne souhaite aborder. Les États-Unis ont quitté l'accord de Paris. Pourtant, nier et ignorer les faits ne font disparaître ni les impacts du changement climatique, ni la responsabilité des États-Unis. Il est d'autant plus important de montrer que la transformation vers la neutralité carbone et la transition énergétique présentent aussi un grand potentiel économique. Elle préparera nos systèmes énergétiques aux évolutions futures et réduira des dépendances. La communauté internationale a décidé à la COP de Dubaï que d'ici 2030, nous devrions tripler les énergies renouvelables dans le monde, doubler le taux annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique et en même temps sortir des énergies fossiles afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la soumission de nouvelles NDC, le monde regarde l'Europe. C'est pourquoi nous nous engageons pour l'Union européenne présente une contribution compatible avec l'objectif des 1,5 degrés d'ici à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tiendra en septembre. Il en va de notre crédibilité d'acteurs ambitieux dans le monde. Mais il s'agit aussi d'obtenir des NDC ambitieuses de la part des autres grands émetteurs. Il est possible, non, il est impossible de séparer la NDC pour 2035 de l'objectif européen à l'horizon 2040. Il est donc opportun et important que la présidence danoise du Conseil vise un accord sur l'objectif 2040 avant la mi-septembre pour que nous soyons en mesure d'en déduire une NDC pour 2035 ambitieuse et de la soumettre en temps utile avant l'Assemblée générale de l'ONU et la publication du rapport de synthèse de l'ONU sur les NDC. Une importance croissante revient aussi à l'initiative nommée COP Action Agenda, dans le cadre de laquelle des alliances de pays précurseurs et les principaux acteurs non étatiques font avancer la lutte de l'action climatique. L'Allemagne s'engage de diverses manières et s'emploie notamment en faveur d'une mise en œuvre accélérée des objectifs de la transition énergétique du premier bilan mondial. En tant que coprésident du Club Climat, nous faisons activement progresser la décarbonation industrielle en coopération avec 45 autres membres. Les discussions des dernières années ont révélé qu'en matière de politique sur le climat aussi, nous devons accorder une plus grande importance à notre responsabilité sociale afin que les mesures en faveur de la protection du climat ne renforcent pas la fracture sociale. Dans l'accord de coalition du gouvernement allemand, nous avons prévu de rendre les recettes issues des prix de carbone aux citoyens et aux entreprises. Nous allons lancer, à cet effet,
des allégements et des aides différenciées en fonction de critères sociaux et sans formalité excessive dans le domaine de l'habitat et de la mobilité. De cette manière, mesdames et messieurs, nous veillerons à ce que les foyers particulièrement affectés par les prix de carbone puissent s'engager dans la transition énergétique et nous les protégerons contre une hausse des prix fossiles. Mesdames et messieurs, considérez la politique sur le climat de nouveau comme une mission qui implique l'ensemble de la société et dont le succès bénéficie à tous, comme une mission qui unit les différents groupes et acteurs sociaux au lieu de les diviser. C'est la meilleure façon pour préparer l'avenir de notre pays en termes de climat et de l'économie, mais aussi pour protéger nos démocraties. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Göcke. Je vais inviter Alexandra et Karl à me rejoindre pour que, en plus, en complément des éléments qui ont été donnés sur les actions de l'Allemagne, on puisse parler plus largement de ce qui se fait par ailleurs, puisque vous avez parlé coopération, vous avez parlé Europe, et effectivement, on le fera à plusieurs. C'est bon. Oui. Alors pour compléter ce qui nous a été présenté sur la partie allemande, donc j'ai le plaisir d'accueillir Karl Tutek de la Principauté de Monaco et Alexandra Fabreau de SGS. Je vous propose peut-être d'abord de vous présenter et puis de parler rapidement de votre institution pour qu'on ait un grand contexte. Très bien, merci Isabelle. Alors bonjour à tous, merci d'avoir organisé ce très chouette événement. Je m'appelle Karl Tutek, je travaille au ministère des Affaires étrangères de la Principauté de Monaco et je représente donc le gouvernement princier. Pour faire bref, le ministère des Affaires étrangères met en œuvre la politique décidée par le prince souverain à Monaco. Vous êtes peut-être au fait de l'engagement historique de la principauté en faveur de l'environnement, principalement en faveur des océans. Et en ce qui me concerne plus personnellement, moi je suis le point focal de la Convention climat des Nations Unies, donc je participe aux négociations internationales relatives. À tout le thème de cette table ronde. Tout d'abord, merci en effet aux organisateurs pour cet événement et pour l'invitation. Donc, Alexandra Fabreau, directrice globale des solutions donc de durabilité au sein de SGS. Alors, peut-être quelques mots par rapport à SGS, Société Générale de Surveillance, qui a été fondée il y a à peu près 150 ans à Rouen, donc en France, et nous sommes leader mondial des services du test, de l'inspection et de la certification. Concernant notre rôle, je dirais nous avons trois principaux rôles. Le premier qui est en effet la proximité du client. Nous sommes à peu près plus de 99 000 collaborateurs dans le monde, actifs dans 115 pays avec 2500 laboratoires et bureaux. Donc il est important pour nous en effet d'être près du client. Le deuxième rôle clé, c'est d'amener des solutions concrètes. Ça pour nous c'est très important. On voit de plus en plus le besoin d'agir de la part des entrepreneurs et de toute la chaîne de valeur. Et en effet, nous avons développé en fait une plateforme de solutions qui s'appelle Impact Now, qui a 4 volets. Le volet du climat, de la circularité, qui est un levier évidemment pour baisser les émissions. Troisième pilier qui est la nature. Les océans font partie aussi de notre préoccupation, la préoccupation de nos clients, et l'assurance ESG. Un programme donc assez complet. On n'aura pas tout le temps de faire en 1 heure, mais je propose qu'on regarde de façon plus large comment en fait on identifie certains freins et en général les actions associées derrière par chacune des institutions sont liées à ces freins-là. Je compléterai légèrement sur la partie BPI France puisqu'on est un peu entre l'État et les entreprises puisqu'on donne de l'argent public aux entreprises en fonction, en tout cas ce qui me concerne, des sujets climatiques. Peut-être d'abord sur les difficultés. Alors,
On en voit beaucoup en entreprise, on en entend pas mal parler. Là, il y a un contexte plus large, politique et géopolitique. Karl, est-ce que vous pourriez nous donner certaines des difficultés que vous voyez sur les enjeux de décarbonation à l'échelle de la principauté ? Alors, si vous me permettez, tout d'abord, je vais peut-être dresser un petit peu le portrait de la principauté pour les personnes qui ne sont pas forcément familières. C'est le plus petit État des Nations Unies, le deuxième plus petit État de la Convention climat. J'entends 99 000 collaborateurs pour SGS. Monaco compte 40 000 résidents, 9 000 sujets. Donc on est vraiment sur un tout petit État. On a le premier ou le deuxième PIB au monde selon les calculs. On ne fait pas partie de l'Union européenne. On a un gouvernement qui est constitué de 5 ministères. Voilà à peu près. Avec tout ça, il faut qu'on satisfasse nos obligations conventionnelles internationales au même titre que la France, que l'Union européenne, que par le passé les États-Unis. Enfin voilà. Donc il y a d'énormes difficultés qui tiennent principalement aux particularités de la principauté. On a un engagement de réduction de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et avec tout ça, il faut, comme je le disais, s'acquitter de nos obligations. Et parmi les difficultés auxquelles on fait face, je pense que ça, c'est commun à tous les États, c'est le changement d'habitude de la population. Encore une fois, les spécificités de Monaco font qu'on accueille 40 000 résidents, 140 nationalités, des personnes plutôt aisées financièrement, et pour qui il est très compliqué de changer les habitudes qui, actuellement, sont assez impactantes pour l'environnement. Une deuxième difficulté qu'on rencontre, encore une fois, à l'échelle de Monaco, c'est la lourdeur des investissements. On a un PIB de 9,5 milliards d'euros, donc qui est assez conséquent vu la taille du pays, mais qui ne nous permet pas non plus de conduire les grandes politiques environnementales avec tous les investissements en capital ou tous les investissements autres en matière climatique. Et au-delà de ça, l'exiguïté du territoire, la topographie du territoire nous empêche, ou du moins nous contraint à réfléchir d'une autre manière à la façon dont on conduit notre lutte contre les changements climatiques. Je prends un exemple. On est en train, par exemple, de rénover un bâtiment entièrement, donc l'alimentation énergétique et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il a fallu reloger peu ou prou 700 personnes. Donc les faire partir de leur habitation et les reloger quelque part ailleurs en principauté, un pays qui a la plus grande densité de population au monde, 20 000 habitants au kilomètre carré, avec le prix du mètre carré le plus cher du monde, entre 60 et 100 000 euros du mètre carré. Donc voilà, c'est plein de difficultés très pragmatiques, très logistiques qu'on doit affronter au quotidien. Ça donne déjà un premier avis. On va parler des solutions évidemment après. Je voudrais pouvoir comparer. Donc, c'est des difficultés complètement différentes, j'imagine, que vous voyez chez vos clients, puisque là, 99 000 personnes qui voient différents clients. Ça pourrait peut-être être autant que d'habitants à satisfaire. Qu'est-ce que ça donne du côté des SGS en termes de complexité ? Alors c'est vrai qu'on a la chance en effet de voir des réalités complètement différentes en fonction des pays. Je dirais le défi numéro 1, c'est le point au niveau de la définition de la donnée et de la vérification. Aujourd'hui, les sociétés, notamment les PME qui font partie de ce réseau, ont en effet un défi qui est comment je calcule en effet mes émissions. Heureusement, donc l'approche vérification, on l'amène évidemment, puisqu'on est un tiers de confiance, mais c'est, je dirais, en effet un premier défi. Le deuxième défi, on parle de chaîne de valeur, donc plus dans le technique, quand on parle de scope 3, ce sont des émissions indirectes, mais qui touchent la chaîne de valeur. Et on voit en effet que la chaîne de valeur est complexe, elle n'est pas forcément au sein d'une même nation, d'un même pays, mais elle peut être globale en fonction du secteur d'activité. Et il faut savoir définir les acteurs de la chaîne de valeur en fonction du secteur d'activité. Donc c'est un premier défi. Et puis impliquer évidemment les acteurs dans l'objectif de décarboner. Et donc en effet, il faut avoir des leviers. Il faut que ces fournisseurs comprennent pourquoi, quelle est la valeur ajoutée pour aller de l'avant et en effet aider à la décarbonation. Ça, c'est, je dirais, le deuxième point. Le troisième point, c'est en effet par rapport aux PME, qui sont le tissu le plus important au niveau de la décarbonation, c'est la gestion du changement. Je pense que c'est important. Comme finalement les citoyens. C'est cela. On se rejoint en effet un gros point commun, et c'est de dire déjà,
s'assurer que le leadership soit en effet conscient et accepte en effet d'investir. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est de dire, très bien, il faut définir une stratégie, il faut définir un plan d'action, s'assurer en interne qu'il y a des ressources. Et ça, c'est un énorme défi pour les PME. Les ressources spécifiques, compétentes, ne sont peut-être pas en effet présentes. Et ça, justement, c'est un autre point. Le dernier point que je soulignerais, ça serait plus la partie technologique. En fonction, évidemment, des secteurs d'activité, comme la sidérurgie, aujourd'hui, les technologies à grande échelle ne sont pas encore présentes. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on observe les mêmes remontées des PME sur la technologie, les besoins financiers, mais surtout cette gestion du changement avec ou pas des dirigeants convaincus. Et donc, ça fait bouger plus ou moins vite les entreprises. C'est ce qu'on observe chez BPI France. Et en discutant du côté de l'État, on se rend compte qu'il y a des problématiques plus systémiques avec le côté entreprise qui est une des briques. Mais comme il faut embarquer aussi tous les citoyens, moi, je retiendrai que la clé de voûte de tout ça, c'est de la gestion du changement, quels que soient les différents acteurs. D'où le fait qu'on va parler de comment ces acteurs peuvent fonctionner ensemble. Peut-être d'abord, quelles sont les premières solutions que vous avez mises en place, ce qui a pu marcher de chaque côté, donc sur ces enjeux assez différents pour l'instant, et puis on verra comment on peut se retrouver. Pour les solutions, alors nous, en fait, le ministère de l'Environnement a identifié les principales problématiques auxquelles on faisait face en trois grands piliers: la mobilité, la gestion des déchets et la rénovation des bâtiments. Et de façon très pragmatique, on a mené de grandes consultations depuis l'avènement du Prince, depuis 2005, avec la plupart des acteurs. À Monaco, on a cette facilité. Alors c'est un petit peu le paradoxe, ça nous pose énormément de problèmes et dans le même temps, ça nous apporte énormément de clés pour les résoudre. Le problème, c'est qu'il faut assurer la stabilité du système. Le système financier, il repose sur un maillage d'entreprises qu'on peut pousser, qu'on peut inciter, qu'on peut écouter en matière de changement climatique, mais dans le même temps, il ne faut pas non plus trop les contraindre, trop les brusquer. Il faut accompagner le changement pour éviter de déstabiliser économiquement leurs appuis. Les leviers qu'on a trouvés, principalement, ça repose sur la consultation. Par exemple, je prends en matière de déchets, on a identifié une énorme consommation du plastique, qui constitue 20% du tonnage de déchets, mais on a identifié que ça constituait également 90% des émissions de gaz à effet de serre sur le pilier déchets. Et donc, il a simplement fallu écouter les entreprises qui recouraient au plastique, essayer d'aménager le cadre juridique existant ou créer un cadre juridique qui n'existait pas encore, pour pouvoir accompagner ces entreprises à se conformer avec les objectifs internationaux de Monaco en la matière. Là, par exemple, c'est une consultation spécifique aux entreprises, ça n'a pas forcément embarqué les citoyens parce qu'ils étaient... Pas à ce stade, exactement. Et juridiquement, du coup, ça ressemble à quoi? Ça va être de dire, là, il faudrait réduire la quantité de déchets ou ça va être utiliser d'autres types de matières? Exactement. Alors à Monaco, on a l'avantage encore une fois d'avoir un petit territoire, donc on a pu mettre en place par exemple un système national de consignes, ce n'est pas forcément très commode à mettre en place à l'échelle de plus grands territoires, mais à Monaco, on a eu la possibilité de mettre en place un système national de consignes. On a pu développer des bornes électriques pour les transports, par exemple la mobilité qui est un problème majeur à Monaco. On a pu développer un système national de bornes électriques, ce qui fait que tous les véhicules électriques qui existent dans le monde peuvent se recharger sur la même borne électrique avec le même système de paiement. Voilà. Là, ça touche aussi les citoyens, pour le coup. Exactement. En matière de solutions, du coup, côté SGS, qu'est-ce qu'on voit apparaître chez les entreprises ou qu'est-ce que vous avez aidé à mettre en œuvre? Concernant SGS, on a en effet deux volets. Le volet interne et externe, puisque nous sommes une société de services. Donc interne, en effet, nous avons une feuille de route pour accéder donc au net zéro d'ici 2050, avec en effet un plan d'action clair sur la base scientifique, puisque nous avons défini les targets SBTI, Science Based Target Initiative. Et qui se recoupent avec les sujets, je ne sais pas, de déchets, de mobilité, d'énergie, dont on parlait à l'échelle d'un État ou pas forcément? Alors, nos objectifs sur l'engagement, on parle plus de rénovation énergétique des bâtiments.
On parle plus de se focaliser sur la flotte, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est un point énorme. Donc, un axe différent, je dirais, mais évidemment complémentaire, tout à fait. Côté externe, par contre, on amène, comme je vous le disais tout à l'heure, en effet, une palette de solutions hein, sous l'égide Impact Now. Si je cible spécifiquement pour la partie climat, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va vérifier les émissions de gaz à effet de serre auprès des clients sur leur chaîne de valeur, sur la base évidemment de standards internationaux. Ça aussi, c'est important hein, parce que nous sommes un tiers de confiance. Hein, nous nous basons sur des références connues et reconnues. Et nous sommes aussi accrédités hein, par un organisme indépendant. En France, par exemple, c'est le COFRAC. Donc ça, c'est un point en effet fort. On aide aussi évidemment à la vérification des rapports d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Et évidemment, on aide aussi au niveau des tests hein, sur les sites de production concernant les émissions, l'eau, tests sur évidemment les sols et à l'aide sur des investissements, développement sur des gaz naturels, hein, sur différentes filières en fait d'énergie bas carbone. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent finalement autour de la donnée, qui effectivement pourraient aider à se rendre compte et passer à l'action sur les bons niveaux d'impact. Tout à fait, via des tests en effet, donc ça c'est un volet. Et quand la société a en effet des données, il est important de les vérifier. Donc ça aussi, je tiens vraiment à insister sur ce point, parce que ça peut ouvrir auprès des sociétés des possibilités, potentiellement des investissements. En effet. Alors justement, si on parle de l'impact économique que ça peut avoir, en ce moment on parle beaucoup de sujets de compétitivité, vu les difficultés économiques, politiques qui vont de pair sur cette période. Est-ce que justement en mettant en œuvre ces éléments-là, en discutant sur la donnée et en traçant ce que les entreprises font, vous voyez un impact sur leur compétitivité ou un impact directement économique, financier sur leurs activités? Alors, absolument, oui, ça c'est un point très important. Hein. Cette approche va amener en effet une meilleure compétitivité, hein, une valeur ajoutée auprès de la société. Je pense le point initial, c'est l'efficacité opérationnelle. Ça, c'est un point très important parce que concrètement, les sociétés ont besoin déjà de définir les données, créer les données et de les vérifier comme je vous l'ai dit. Il y a aujourd'hui des normes ISO qui permettent l'efficience énergétique, hein, de baisser des consommations, donc baisser les émissions. Ça, c'est un point en effet important. Le deuxième volet, on voit de plus en plus de clients, mais aussi sous l'égide aussi des investisseurs, hein, qui recherchent comme objectif de collaborer avec des sociétés qui sont en effet plus vertes, si je vois ce point, donc plus hein, sur des critères ESG. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est un point important dans notre observation au niveau global. Hein. Le troisième point, évidemment, c'est l'innovation commerciale. Je pense que c'est vraiment montrer l'évolution des services. Aujourd'hui, en effet, il y a des services pour répondre à des besoins concrets, mais n'oublions pas l'innovation. Je pense que c'est important de voir cette approche nouvelle technologie. Tout à l'heure, vous parliez des déchets. En effet, la circularité est un levier pour baisser les émissions, mais aussi pour protéger l'environnement. Et par exemple, nous faisons des tests en effet sur l'utilisation des déchets, sur les nouvelles technologies comme le recyclage chimique. On a besoin en effet d'une traçabilité de tiers de dépendance pour garantir hein, en effet les données et confirmer en effet la validité, la crédibilité. Ce qui donne du coup plusieurs axes. En insistant sur cet élément de création de valeur, j'aimerais demander à Karl, cette création de valeur, elle est peut-être plus large quand on regarde au niveau d'un État que spécifiquement la valeur économique des entreprises, mais j'imagine qu'il y a aussi une valeur pour les citoyens, il y a aussi une valeur plus largement pour la principauté en tant que telle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de l'impact que ça a, ces solutions, ces idées, cet embarquement des citoyens ou des entreprises hein, en fonction de ce qui fonctionne le mieux
Alors, en matière d'impact, je ne saurais pas précisément vous exposer les choses. Je parlerai plutôt en termes de catalyseur. À Monaco, la petitesse de l'État et l'abondance de moyens, de ressources, que ce soit humaines, alors pas tant en masse qu'en qualité, et l'abondance de moyens financiers, permet de faire de Monaco un territoire d'expérimentation. On a un centre de tri et de valorisation des déchets, par exemple, vu la taille de l'État, c'est quand même déjà un exploit, et la topographie, qui nous permet d'alimenter énormément de bâtiments en chaleur et en froid. Et au-delà de la substance, il y a également la forme. C'est vrai que l'embarquement des citoyens, des autorités, du secteur économique permet d'avoir une influence au niveau international qui peut être inversement proportionnelle à la taille de l'État. Nous, on fait partie, je prends l'exemple de la Convention climat, on fait partie d'un groupe de négociation duquel fait partie la Suisse également, qui nous permet de revendiquer une intégrité environnementale que d'autres États ne peuvent pas se permettre. Nous, on a la chance ou la malchance, mais enfin, les faits sont tels qu'on n'a pas de grosse industrie. On a quelques industries, mais enfin, pas à forte empreinte carbone, pas à forte empreinte environnementale. Ça nous permet d'essayer de promouvoir une très haute intégrité, une très haute ambition environnementale. Et spécifiquement parce qu'en travaillant avec la partie service des entreprises, ou en se disant de base on part avec un niveau de carbone pas non plus trop élevé, donc chaque incrément permet d'avancer beaucoup. En embarquant le secteur civil, évidemment. C'est vrai que les entreprises, alors c'est principalement des entreprises du tertiaire, il y a très peu d'industries comme je le disais, mais la majorité des flux financiers qui transitent par Monaco sont en train d'être redirigés vers des flux verts, en accord avec l'accord de Paris, l'article 2.1c. Et tout ce qui est question de tourisme et de congrès, qui représente une importante part de l'économie à Monaco, est en train également d'adopter tout un ensemble de règles, de lignes directrices et de cadres juridiques formels et informels pour pouvoir revendiquer une conformité avec les engagements environnementaux. Alors si justement on creuse un peu plus ce sujet de coopération, puisque c'est quand même le thème de cette table ronde, en étant donc même un petit pays, vous coopérez avec beaucoup de pays sur ce sujet-là. Comment se passent ces négociations? Qu'est-ce que vous y trouvez? Quels sont les points aussi de difficulté? Parce que c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Vous n'avez pas les mêmes enjeux que tout le monde. Vous le disiez, vous avez une topographie différente, un type d'entreprise, un type aussi de richesse par citoyen assez différente et assez atypique par rapport à d'autres. Vous êtes entouré de la France tout autour, mais vous avez aussi cet accès à la mer, etc. Comment vous gérez cette coopération internationale? Quelles sont peut-être les personnes avec qui vous avancez le plus? Voilà. Alors, c'est pas même en étant un petit pays, c'est plutôt justement en étant un petit pays, intrinsèquement à Monaco, on est, bien qu'étant un pays souverain, on est extrêmement dépendant de l'étranger, l'approvisionnement énergétique, l'approvisionnement en eau, l'exportation d'une certaine partie de nos déchets et même les ressources humaines qui travaillent à Monaco pour mettre en œuvre, par exemple, la politique de décarbonation. On est extrêmement dépendant principalement des pays voisins, l'Italie et la France. Donc la collaboration et la coopération internationale font partie de l'ADN et de toute politique qui est mise en œuvre à Monaco, la politique pour la mobilité. Il y a 40 000 résidents, mais il y a 45 000 à 60 000 personnes, selon les années, qui viennent de l'étranger, des travailleurs pendulaires. Donc la population double en journée, elle diminue de moitié la nuit. Donc on est intrinsèquement lié principalement aux pays voisins, mais aux pays de la région plus globalement. Et à l'échelle plus large, au niveau des enceintes internationales, très, très pragmatiquement, la coopération repose principalement sur l'échange de bonnes pratiques et des défis qu'on rencontre. Que ce soit à l'échelle des sociétés, on a déjà rencontré des sociétés qui nous ont expliqué la manière dont elles avaient décarboné leurs activités, pour que nous, on s'en inspire pour décarboner les activités de nos sociétés ou les activités du gouvernement princier, par exemple, en matière de gestion de flotte. En matière d'activité financière, des choses comme ça. Et au-delà de ça, comme je le disais, l'influence qu'on peut se permettre d'exercer dans les enceintes internationales, elle est inversement proportionnelle à la taille du pays. Donc on peut se permettre de promouvoir, encore une fois, la plus haute ambition face à de grands États, en expliquant justement, avec ce caractère de laboratoire que veut incarner la principauté, de dire, nous, ça a été possible de le mettre en œuvre chez nous, un pays riche, un pays développé. Effectivement, il faut mettre les moyens sur la table, mais nous, on s'acquitte de notre responsabilité de coopération internationale en matière financière pour le changement climatique. Donc, si tout le monde se met autour de la table, c'est quelque chose qui est possible de faire.
Est-ce que vous vous retrouvez avec certains pays spécifiquement sur la partie des océans? On a eu l'UNOC qui a eu lieu très récemment. C'est quelque chose qui tient à cœur à la Principauté. Est-ce que ça fait aussi partie peut-être de groupes de travail complémentaires ou en tout cas plus avancés sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors là, ici, on traite de la décarbonation sur les océans. Il y a des grandes discussions qui sont en cours justement sur toute cette notion de carbone bleu, sur cette notion d'économie bleue qu'on travaille à développer. On a accueilli le Blue Economy and Finance Forum aussi juste avant la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice pour précisément permettre de structurer toute cette économie bleue, mais aussi de montrer au secteur privé et aux autorités de différents pays qu'il est tout à fait possible de décarboner l'économie et de faire des profits et de structurer le modèle économique d'une toute autre manière. Oui. Tout un sujet en soi, on va en parler après, parce qu'effectivement, ça fait partie des économies qui ne sont pas forcément les plus avancées, ou en tout cas vues comme les plus structurées, et il y a énormément de choses à faire. Si on revient sur la partie vraiment écosystème, donc cet échange-là qui permet d'avancer avec d'autres pays, nous, on le voit en partie côté BPI France, notamment dans les discussions européennes, mais après, il y a toute une application en droit français qui peut varier ou parfois est plus contraignante, parfois est pensée un peu différemment en fonction des différents endroits. Ce que j'aime beaucoup chez Monaco, c'est cette capacité d'expérimentation. On se rend compte donc, chez les entreprises que plus on arrive à expérimenter, plus il y a des chances que les gens avancent et se transforment réellement, parce que sinon le mur paraît énorme et y aller tout seul, c'est toujours un peu dur. Et puis à une échelle plus petite, on peut se permettre de ne pas forcément réussir, ou en tout cas d'utiliser les spécificités locales pour avancer. De ce point de vue-là, vous mentionnez tout à l'heure la partie écosystème et des entreprises qui vous parlent de coopérer avec d'autres pour avancer. Est-ce que vous avez des exemples ou sinon des façons de faire justement pour utiliser cet écosystème pour essayer d'accélérer sur la décarbonation? Je pense que c'est très important justement de casser les silos. Donc on évoquait en effet ce point avant. Il est important aussi de favoriser ces connexions intersectorielles. Parce que tout à l'heure vous parliez en effet de best practice, sharing, c'est en effet je pense très important pour aller de l'avant, pour changer de mentalité, s'ouvrir en fait à de nouvelles perspectives, de nouveaux business models, et je pense que le partage est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut en effet maintenant évoluer sur sortir en effet des silos pour pouvoir en effet collaborer. Donc ça c'est un point en effet clair. Un autre point qui serait peut-être de créer des pôles d'innovation en associant le public et le privé, en mettant en effet toujours dans le système de l'approche de l'écosystème, mélanger, regrouper différentes compétences du secteur, des académies, du privé et d'autres. Ça pour moi c'est quelque chose d'une valeur je dirais très importante par rapport à ce que l'on peut obtenir, ce que l'on pourrait obtenir, peut-être de nouvelles technologies ou du moins accélérer aussi l'innovation. Un autre point quand même, si j'avais la petite baguette magique, ça serait idéalement d'harmoniser. Aujourd'hui, il y a déjà par rapport aux données, un gros point qui serait intéressant, c'est d'avoir finalement la possibilité de comparer les données. Ça, c'est un point clé. Et harmoniser, évidemment, toute la partie ESG au niveau aussi des réglementations. Ça serait vraiment un point qui pourrait aider à solutionner, à simplifier, si il y aurait un terme. Ce que la CSRD a un peu essayé de faire, mais avec une simplification, parce qu'elle ne parlait peut-être pas à tout le monde, mais effectivement, cette idée de ça veut parler le même langage, quel que soit l'écosystème et le pays, facilite justement la discussion. Et sur la partie des pôles d'innovation, je trouve ça intéressant parce que on regarde, donc en France, il y a certains pôles d'innovation spécifiquement faits, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de transferts, disons, faciles, il y a des transferts, mais entre le monde académique et le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que nous, on essaye justement de faire sortir des chercheurs qui ont des super technos pour qu'ils arrivent à en faire des entreprises et que ça serve au monde économique et ensuite au monde plus largement. Et certains nous disent moi je cherche, mais je cherche pour la science, je cherche pour la gloire, c'est pour le plaisir de cette recherche. Et puis monter une entreprise, ça me fait peur. Et en fait, ce système de coopération à peut-être rendre plus évident ou en tout cas essayer d'expliquer que ça fera moins peur. Nous, en tout cas en France, on voit qu'on a encore du travail. J'ai vu que par exemple en Chine, ils sont beaucoup plus accélérés sur le sujet. Après, ils ont aussi mis des grands plans pour cela. Donc tout le monde se dit, je vais m'insérer dans un plan et j'en ai pour 5 ans et je sais où je vais.
alors que nous, on a peut-être des plans qui sont plus fluctuants en fonction des gouvernements, mais aussi en fonction un peu des moments, des momentum, je dirais même sur certaines technos plus que d'autres. Mais donc intéressant de voir ce qu'on pourrait faire avec une baguette magique. Est-ce que vous trouvez les mêmes choses en discutant avec les autres pays sur ce type de si on pouvait résoudre tout un peu plus vite, si on pouvait s'aligner, est-ce que ça passe beaucoup par de l'harmonisation de données? Est-ce que ça passe plus par trouver des moyens de créer des écosystèmes à bonne échelle, mais au niveau peut-être européen, au niveau mondial? Alors pour les données, moi en ce qui me concerne, c'est plutôt les données qui servent aux autorités publiques. Moi, j'ai pas l'aspect société, service économique, mais c'est vrai que sur les données, le fait est que les systèmes de données qu'on a aujourd'hui pour l'adaptation au changement climatique, pour les évaluations de décarbonation, il est en soi déjà très international. Quand on a des capteurs spatiaux, quand on a des choses comme ça, en soi, il est international. Notre travail, c'est précisément de demander au secteur privé qu'il met en œuvre de mettre à disposition du plus grand nombre d'autorités les services que ces capteurs de données proposent. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas forcément besoin d'une grande opération pour essayer de standardiser au niveau international les normes, enfin les données, parce que c'est déjà le cas. Sur la partie de quels sont peut-être les moyens de coopération que vous verriez plus entre les pays pour accélérer un petit peu cette décarbonation à grande échelle? Il y a des mécanismes de coopération qui sont contenus encore une fois par l'article 6 de l'accord de Paris. Il y a les mécanismes de coopération fondés sur le marché, donc des mécanismes bilatéraux d'échange de résultats d'atténuation d'émissions, des mécanismes multilatéraux avec un marché, une plateforme, un marché de quotas carbone qui va être mis en place au niveau multilatéral où chacun pourra aller faire son marché, d'autres pourront vendre les résultats d'atténuation. Il y a un dernier paragraphe, l'article 6, paragraphe 8, qui prévoit des mécanismes de coopération non fondés sur le marché. Alors là, on invoque plus les questions de transfert de technologie, de renforcement de capacité, de formation à l'atténuation, à la décarbonation des pays en développement, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que justement au niveau européen, on arrive suffisamment à collaborer, ou est-ce que le fait d'être plus fragmenté, que typiquement un grand pays comme les États-Unis, un grand pays comme la Chine, nous fait peut-être prendre un peu plus de temps et donc rend les choses peut-être plus longues? Ça dépend peut-être aussi des secteurs, ça dépend peut-être des sujets sur lesquels on est plus facilement d'accord que d'autres. Nous, on ne fait pas partie de l'Union européenne. Oui, mais vous discutez avec l'ensemble des pays européens. Oui, mais ce qui fait qu'on a des relations, en matière de changement climatique et de décarbonation, on a des relations aussi étroites avec les pays de l'Union européenne qu'avec des pays, par exemple, de la rive sud de la Méditerranée. Donc, c'est vrai que le système européen, au sens large, paraît plus complexe en matière d'efficacité que d'autres grands pays. Mais ça dépend également d'autres considérations, des considérations politiques, d'organisation financière. Et si, parce que du coup, je vois qu'il va être temps de conclure cette table ronde, si jamais vous aviez peut-être un sujet sur lequel vous pensez qu'il faudrait que la coopération internationale ou la coopération au sein des écosystèmes aille plus vite, ou sur lequel vous pensez qu'il faudrait se focaliser plus fortement, quel serait-il pour conclure cette table ronde? Pour moi, c'est la collaboration cross-industrie. C'est un point très important. La collaboration, pour moi, c'est en effet un point très important qui est clé et qui ouvrira toutes les portes, voire même changer, créer de nouveaux business models. Oui. Donc entre les filières, pour essayer d'innover économiquement même. Égal. Moi, ce serait en deux volets, si vous me le permettez. Le premier, ce serait la prévisibilité normative. On a la chance à Monaco d'avoir un gouvernement stable. Et l'équité. Je pense que pour le secteur privé, nous, ce qui nous remonte, c'est toujours l'inquiétude de dire on veut bien satisfaire des obligations extrêmement sévères, on veut bien essayer d'atteindre la décarbonation avant 2050, mais il faut que vous entendiez avec vos partenaires étrangers pour que les entreprises qui nous font concurrence sur certains marchés soient soumises à des obligations équitables. Permettre de rebondir. Dans ce cas-là, en effet, ça me donne peut-être l'idée de la partie de la récompense. Récompenser en effet les sociétés pour accélérer la décarbonation sur la base de différentes approches, en effet. Mais plus une approche carotte que bâton pour essayer d'embarquer à peu près tout le monde. Et en effet, ça peut être aussi grâce à des sociétés comme SGS qui permettent justement de vérifier, valider et amener la crédibilité auprès des sociétés et des marques. Oui.
Mettre en avant donc des vrais plans de transition puisqu'ils seront certifiés à partir de là. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que ça vous aura apporté un éclairage et je vous souhaite une très belle journée pour la suite.